M'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. À lui, je vais d'abord souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Evercam, bon après-midi et bienvenue. Alors, merci pour les chaleureux souhaits de bonne année. Moi, je me transmets aussi ma bonne année et puis tous mes voeux pour 2025. Merci bien. Nous allons ouvrir dans le cadre de la virgule littéraire, du point littéraire, le livre L'Amérique face à ses fractures. Que reste-t-il du rêve américain? Un livre écrit par Rémi Green. Eh bien, Cam, je crois que ça tombe bien parce que le président Donald Trump vient de prêter serment, a pris les rênes pour une seconde fois. La présidence, il est désormais à la Maison-Blanche. Oui, alors, je vais d'abord dire quelque chose avant de répondre à la question. Cette année, je crois qu'on va discuter des problèmes liés au souverainisme. Je crois que c'est très important puisque quand on regarde depuis pratiquement des années, ça ce sont les historiens qui le disent et puis plein d'historiens européens en plus. Je crois qu'il y a un échec un peu du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'était quoi? C'est-à-dire dès qu'il y a un individu dans le quartier qui décide effectivement qu'il faut commencer qui, disons, invente quelque chose, des nouvelles dispositions, et il faut que ces dispositions soient inscrites dans la loi, c'est-à-dire dans l'appareil de l'État. On a vu, par exemple, ces problèmes de transgenre, etc. Oui. Il a fallu, effectivement, que ce soit inscrit dans la Constitution. Alors, je crois que c'est ça un peu l'échec du néolibéralisme. C'est-à-dire tout ce qui venait en termes de liberté a été admis dans la loi et malheureusement ça a soulevé aussi beaucoup d'indignation de la part de certaines personnes. Donc je crois que c'est ça. Donc il faut revenir, il faut profiter un peu de cet échec du néolibéralisme en termes de liberté. Parce qu'on dit souvent que le libéralisme tue la liberté. Ça, c'est un slogan qu'on entend depuis pratiquement une dizaine d'années. Et là, il faut revenir un peu sur ce souverainisme-là. Oui. Bon, alors, maintenant, il y a Trump qui arrive au pouvoir. Je crois qu'il arrive quand même au mauvais moment. Quand on regarde un peu les indicateurs qui permettent de discuter un peu ce problème. Parce que quand on lit un peu les journaux aux États-Unis, même certains ouvrages, rédigé par des think tanks, par exemple la Rand Corporation aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, ah voilà, aux États-Unis on a une croissance de près de 3%, on a un chômage qui est pratiquement en baisse, etc. Bon, des indices flatteurs. Oui. Mais en réalité, quand on observe, moi en tant qu'historien des mentalités, quand j'observe un peu la réalité aux États-Unis, j'observe une chose, c'est que vous avez Trump. D'abord, à partir de la défaite en Ukraine, parce que ça, c'est sûr, tout le monde est d'accord là-dessus, que l'Amérique va perdre cette guerre. Malgré les aides, 165 milliards de dollars d'aides, etc., les armes, etc. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, quand on regarde un peu ces indices, je dirais même ces variables, qui sont, par exemple, la mortalité infantile aux États-Unis, elle est vraiment supérieure à toutes les mortalités infantiles des pays développés, c'est-à-dire que ce soit en France, etc., que ce soit en Allemagne, la mortalité infantile est en train de décliner. Vous avez aussi dans ces États-Unis, vous savez, les États-Unis, quand vous regardez un peu ce pays, vous vous rendez compte que tout est fondé un peu sur la religion, ce qu'on appelle un peu les WAPs, Anglo-Saxon People. Donc, tout est fondé là-dessus, sur le protestantisme. Or, quand on regarde un peu la plupart, ceux qui ont fait les cartes sur cette croyance qui, en fait, qui date de très longtemps. Oui. Alors, quand les gens regardent très bien, ils se rendent compte qu'en réalité, beaucoup de gens ne croient plus à la religion. Ça a pratiquement chuté. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, 300 millions de personnes aux États-Unis, comme aujourd'hui, vous avez autour de 150 millions de gens qui croient encore. Donc, il y a une baisse
des croyances religieuses. Ce sont ces croyances religieuses, effectivement, à partir du protestantisme. On a lu, on connaît Weber, qui dit, voilà, le capitalisme est né à partir du protestantisme. Alors ce protestantisme, petit à petit, s'effrite. Donc il n'y a plus grand-chose, les gens ne croient plus. Alors qu'est-ce qu'ils croient maintenant? Parce que le rêve américain était fondé là-dessus. Alors quand on fait un peu ces balances de potentiel dont disposait l'Amérique avant Trump, même pendant la période de tous les autres présidents, Carter, etc., on se rend que beaucoup de choses s'effritent aux États-Unis parce que ces variables, effectivement, sont en train de tomber comme un château de cartes. Alors, vous qui avez lu pour nous le livre L'Amérique face à ses fractures, et d'ailleurs le sous-titre est « Que reste-t-il du rêve américain ?» Vous avez peut-être la réponse à cette question. Alors, que reste-t-il un peu du rêve américain? Bon, alors, je crois que Trump lui-même sait ce qui reste du rêve américain. Il arrive pour redonner la grandeur aux États-Unis. Oui. En tout cas, ce sont ses affirmations. Alors, donc, c'est ça. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un peu une présidence impériale? C'est-à-dire, comme il est dit de lui-même, c'est-à-dire qu'il va aller reconquérir un peu le Groenland où il y a à peine 60 000 habitants. C'est vrai qu'il y a du pétrole là-dedans. Est-ce qu'il va récupérer le canal de Panama, puisqu'avant c'était américain, mais malheureusement, pratiquement au 18e, 19e siècle, ça a été repris par les gens du Panama. Est-ce qu'il va coopérer avec le Canada? Parce qu'il parle aussi du Canada, là, qui sera peut-être au 51e État. Je crois qu'il y a dans ces formules un peu outrancières, quand on connaît un peu le personnage, on se demande effectivement s'il va aller jusqu'au bout de ses idées. Alors moi, je ne le pense pas parce que, vous savez, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le check and balance, c'est-à-dire une manière un peu d'être en contrepoids à l'hyper-présidence qu'il y a un peu dans ce pays. Quand un président est super puissant, souvent, tu as par exemple une chambre de représentants ou bien le Sénat qui peut s'opposer un peu à ces décisions-là. Alors donc, je pense qu'en ce moment, l'Amérique est en train de se chercher ses voies. Sa voie, parce que on a en ce moment, vous savez, c'est ça les idées nihilistes un peu comprennent un peu les Américains aujourd'hui, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne, qui était vraiment très important pour eux, cette Allemagne aussi s'effrite parce que elle s'effondre à cause effectivement du prix du gaz qui est trop élevé et que Trump voulait leur vendre à un prix plus élevé. Alors pourquoi c'est nihilisme là? C'est-à-dire celui qui a l'habitude d'aider, parce qu'en termes d'industrie, en termes de machines, outils, produits, l'Amérique, parce que l'Amérique aujourd'hui, quand on regarde, c'est une Amérique qui consomme beaucoup. Elle consomme quoi? Ce que les autres pays lui fournissent en termes de machines-outils, en termes de voitures, etc., etc. Peut-être effet d'annonce ou alors peut-être pragmatisme. Le président Donald Trump exige désormais que ce soit produit directement aux États-Unis d'Amérique. Sinon, les droits de douane seront de nature à peut-être décourager ceux des producteurs qui ne veulent pas se ranger à ce que le nouveau président des États-Unis d'Amérique conseille. Alors, je crois que c'est tout le problème un peu des États-Unis qui s'effondrent et qui ont besoin de se réindustrialiser. Hein. Il faut, mais pour se réindustrialiser, il faut qu'ils aient du pétrole ou du gaz qui coûte moins cher. Et c'est ça, ou alors des entreprises qui vont s'installer. Et ça va être un peu difficile parce que aujourd'hui, l'idée de souveraineté, même en Europe, à la place, c'est substitué au néolibéralisme. Parce que les gens se disent que bon voilà, il vaut mieux avoir des entreprises chez nous que d'avoir des entreprises ailleurs. Parce que quand elles sont ailleurs, effectivement, on appuie la même mise un peu sur ces entreprises-là. Alors donc je crois que c'est le véritable problème qui se pose aux États-Unis aujourd'hui, c'est de dire bon voilà, nous on a besoin de vos entreprises. Oui. Mais pour que ces entreprises s'installent, il faut des conditions. Or, ces conditions deviennent de plus en plus draconiennes parce que qu'est-ce que le Trump dit? Il dit bon, si vous ne vous installez pas, tous les produits qui vont rentrer dans notre pays seront taxés. Oui. Et malheureusement, si vous taxez les produits, vous aurez une inflation qui va augmenter jusqu'à 8-10%, puisqu'elle est aujourd'hui autour de 4%. Elle peut augmenter. Alors donc, je crois qu'il est, c'est à mon avis un peu le signal un peu du déclin
peu des États-Unis. Et ça se voit, par exemple, quand vous êtes aux États-Unis, là, vous avez ce qu'on appelle un peu les dollar stores, c'est-à-dire des sortes, on vous dit que vous pouvez acheter tout à $1. Tout. Et quand on regarde un peu le volume de ce qu'on vous apporte pour $1, on se rend que tout ce qui est produit en termes d'alimentation est d'une mauvaise qualité. Et les gens ont des maladies rénales, ont des problèmes, comment dire ça, de santé un peu qui flanchent. Alors, je crois que cette Amérique-là, elle est malade. Et alors, le problème, c'est quoi? C'est que est-ce que Trump va réussir à le faire quand on sait que c'est un pays qui n'a plus pratiquement d'ingénieurs? Regardez un peu, par exemple, à la Chine ou à la Russie, où vous avez pratiquement la moitié de la population des États-Unis, mais 2 fois plus d'ingénieurs. Or, qu'est-ce qui fait la validité d'une entreprise moderne aujourd'hui? C'est d'avoir des ingénieurs, d'avoir aussi comment dire ça, des ouvriers qualifiés et des techniciens aussi. Or, les États-Unis ne les ont pas. D'où, à mon avis, on est un peu dans une phase de déclin. On imagine bien que le livre nous permet de mieux appréhender, mieux apprécier la situation d'ailleurs des fractures au niveau de l'Amérique et la nécessité d'une reconquête de la grandeur des États-Unis d'Amérique. Alors, je crois qu'on en est là un peu, parce que je crois que c'est parce qu'on ne lit pas assez dans notre pays. Si on lisait assez, je crois que les outrances un peu il y a un certain Nagui, qui à l'époque narguait un peu les Camerounais avec des sortes des paroles un peu qui dépassaient même sa pensée, il faut le dire. Et tout le monde tremblait en disant « Oh, c'est encore l'Amérique qui nous montre un peu ce que c'est que les droits de l'homme, qui nous montre un peu la voie qu'il faut suivre. » Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que c'était des paroles vraiment dites en l'air, puisque l'Amérique est même impuissante à aider un peu l'Ukraine à travers ces munitions-là. Et c'est là où on s'est dit, voilà, si on nous a fait la publicité autour du PIB américain, c'est-à-dire on disait que c'était le PIB depuis les élevés. Mais comment peut-on avoir un PIB quand on n'arrive pas à aider l'Ukraine? Et ça, maintenant, on a changé de paradigme en se disant, bon voilà, peut-être faut-il penser l'Amérique en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire quand vous avez un salaire, est-ce que ce salaire suffit à remplir le panier de la ménagère? On se rend compte que l'Amérique est en 4e position. Et là, effectivement, peut-être par rapport à la Chine, par rapport à la Russie et par rapport à l'Inde. Et là, effectivement, ça consomme, ces variables, effectivement, confirment que, effectivement, la splendeur d'autrefois qu'on cherche pour Donald Trump ne sera pas au rendez-vous. Alors, c'est un livre à lire absolument. Amy Green, l'Amérique face à ses fractures, que reste-t-il du rêve américain? Et puis la semaine prochaine, Eveakam, nous allons... Dans 2 semaines, je crains. Oui, dans 2 semaines, effectivement. Dans 2 semaines, effectivement, nous allons prendre le livre de Jacques Sapir, La fin de l'ordre occidental. Et puis, bien entendu, j'avais prévenu tout le monde que cette année, on va être dans la géopolitique. Et c'est un livre d'un des économistes, je crois, nouveau. Enfin, c'est quelqu'un qui est très fort en économie, hein, et très connu en Europe, et qui observe les BRICS depuis quelque temps. Et là, ce qu'il dit, c'est ce que rejoint un peu ce que dit Amy Green en termes d'économie. C'est-à-dire que les BRICS aujourd'hui sont en train de remplacer l'hyperpuissance américaine en termes de production et autre chose. D'accord, Hervé Aka, merci. Merci. Avant les remerciements, ce communiqué d'intérêt général, Madame Viviane déclare avoir oublié à la malle arrière d'un taxi de marque Toyota Yaris Verso une mallette contenant des documents de service dans des chemises cartonnées. Le dit taxi l'a transporté de la voirie municipale pour le quartier Bonas aux environs de 10h, 11h. Elle prie toute personne ayant vu cette mallette à la malle arrière de son taxi de bien vouloir appeler au numéro suivant, le 674 27 21 77, 674 27 21 77, ou alors au 698 69 67 67, 698 69 67 67, ou venir simplement déposer la dite mallette ici à la maison de la radio Royal FM située à Mimboman en face du stade des sapeurs.
L'émission se referme. Merci à Lunkwekam et à Ulrich Kemwe. L'un était à la mise en onde audio, l'autre diffusion sur les plateformes internet de la radio. Coordination éditoriale, une affaire des Belles Samari. Coordination centrale, Jean-Patient Tsala, le directeur général de Royal FM. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël. Présentation, Jean-Jacques Foucault. On se dit à lundi prochain, 15h, sur la même fréquence. La radio ne s'arrête pas, elle continue. Géopolitique, diplomatie en mode majeur, parce que nous sommes lundi, on n'est pas vendredi. Nous sommes lundi. Diplomatie en mode majeur. Jean-Patient Tsala. Bon après-midi. Bon après-midi, Jean-Jacques.